Le vent de décembre, un mistral glacial et hargneux, s'engouffrait dans les rues du village avec la précision d'une lame de couteau, charriant avec lui ce genre de froid qui s'insinue au plus profond des os pour ne plus vous quitter. La neige avait commencé à tomber sans discontinuer depuis le matin, un événement rare et féerique en Touraine, et maintenant que le crépuscule approchait, les pavés anciens étaient recouverts d'une épaisse couverture d'un blanc immaculé. Ce spectacle aurait pu être d'une beauté à couper le souffle s'il n'avait pas été accompagné d'un froid si mordant, si hostile. Stéphane Laurent resserra le col de son lourd manteau de laine tout en descendant la rue principale du village, la petite main de sa fille fermement agrippée dans la sienne. La petite Manon, âgée d'accent grave peine 4 ans, trottinait à ses côtés, emmitouflée dans une doudoune rouge vive qui contrastait joyeusement avec la blancheur environnante. Un bonnet de laine tricoté, surmonté d'un pompon espiègle, protégeait ses oreilles du froid. De sa main libre, elle serrait contre sa poitrine son ours en peluche, un compagnon fidèle qu'elle avait baptisé Monsieur Câlin. « Papa, j'ai froid aux pieds », murmura Manon en levant vers lui ses grands yeux bruns, des yeux si profondément semblables à ceux de sa mère que leur simple vue suffisait parfois à couper la respiration de Stéphane. « Je sais, mon trésor. »« Nous sommes presque à la maison », répondit Stéphane d'une voix qu'il voulait rassurante, bien qu'il sache qu'il leur restait encore plusieurs centaines de mètres à parcourir avant d'atteindre leur voiture, puis la courte distance jusqu'à leur domaine. Il sortait du cabinet du médecin de famille pour la visite de contrôle de Manon, et le rendez-vous s'était éternisé bien plus que prévu. Désormais, il se retrouvait pris dans l'agitation de la fin de journée, alors que les commerçants baissaient leurs rideaux de fer et que les villageois se hâtaient de rentrer chez eux, sous la neige persistante et avec une température qui chutait de manière vertigineuse à mesure que l'obscurité s'installait. À 42 ans, Stéphane Laurent était le président-directeur général de Laurent Matériel Médical, une entreprise que son grand-père avait fondée et qu'il avait passé les 15 dernières années à transformer en un leader national dans son domaine. Il avait l'argent, le succès, une magnifique maison de campagne en Touraine, un véritable havre de paix au milieu des vignes, il avait tout, en apparence, sauf la seule chose qui comptait véritablement à ses yeux. Son épouse, Sandrine, était décédée 18 mois plus tôt. Un accident de voiture par une soirée pluvieuse d'octobre. Soudain, absurde, définitif. Depuis ce jour funeste, Stéphane faisait de son mieux, avec une énergie teintée de désespoir, pour être à la fois un père et une mère pour Manon. Mais c'était difficile, si incroyablement, si épuisantement difficile. Il avait la chance d'avoir une excellente gouvernante, Monique Dubois, une femme patiente, douce et compétente. Mais Monique avait 68 ans, sa propre famille, ses propres petits-enfants. Elle ne pouvait pas être présente en permanence. Et Manon avait besoin de plus qu'une succession de gardes bienveillantes. Elle avait besoin de stabilité, de constance, d'amour inconditionnel. Elle avait besoin d'une mère. Stéphane avait tout essayé. Les livres sur la parentalité, les groupes de soutien pour veufs, le pédopsychiatre spécialisé dans l'accompagnement du deuil chez les jeunes enfants. Manon allait bien, somme toute, mais elle devenait aussi plus silencieuse, plus en retrait, comme si une partie de son exubérance enfantine s'était éteinte avec sa mère. Elle demandait après sa maman moins souvent maintenant, ce qui aurait dû être interprété comme un progrès, mais qui, pour Stéphane, résonnait étrangement comme une seconde perte de Sandrine, une lente et inexorable dissolution de son souvenir dans l'esprit de sa fille. Il passait devant une ruelle étroite et sombre, coincée entre la boulangerie et un vieil immeuble d'habitation, lorsque Stéphane la remarqua. Une jeune femme, âgée peut-être de 28 ou 30 ans, était assise à même le sol en béton glacial, le dos appuyé contre le mur de briques humides. Elle portait une simple blouse bleu clair à col blanc, le type d'uniforme que portent les infirmières. Mais elle n'avait ni manteau, ni chaussures, rien d'autre que cette fine blouse et ses pieds nus posés sur le trottoir gelé. Elle tremblait de façon si violente que tout son corps était secoué de spasmes incontrôlables. Ses bras étaient enroulés autour d'elle-même dans une vaine tentative de se réchauffer, et ses lèvres prenaient une teinte bleutée alarmante. Stéphane s'arrêta si brusquement que Manon heurta sa jambe. « Papa ? Attends-moi ici une petite seconde, mon cœur, dit Stéphane, gardant cependant Manon tout près de lui tandis qu'il s'approchait prudemment de la jeune femme. « Mademoiselle, est-ce que ça va ?» La femme leva les yeux et Stéphane vit alors qu'elle avait pleuré. Ses yeux étaient rouges et gonflés, des traces de larmes encore visibles sur ses joues pâles. Elle était jolie, malgré sa détresse évidente, avec des cheveux châtains clairs qui tombaient en vagues désordonnées autour de son visage. « Je vais bien, dit-elle, mais ses dents claquaient si fort qu'elle peinait à articuler les mots. « Vous n'allez clairement pas bien,
reprit Stéphane avec douceur, mais fermeté. Vous allez faire une hypothermie si vous restez ici. Où sont votre manteau et vos chaussures? Le visage de la jeune femme se contracta de douleur. Dedans, murmura-t-elle, désignant d'un geste faible l'immeuble derrière elle. Dans mon appartement. Mais je ne peux pas y retourner. Je ne peux pas. Pourquoi? Insista Stéphane, sentant une inquiétude grandissante. De nouvelles larmes se mirent à couler sur ses joues. Mon propriétaire. Il a essayé de. Je me suis débattu et je me suis enfui. Mais mes clés, mon téléphone, mon manteau. Tout est resté là-haut, et je ne peux pas y retourner. Je n'y retournerai pas. Une vague de colère froide submergea Stéphane. Est-ce qu'il vous a fait du mal? Non, j'ai réussi à m'échapper. Mais il a dit que si je portais plainte, il s'arrangerait pour que je ne travaille plus jamais comme infirmière. Il a des relations à l'hôpital. Il a dit qu'il leur raconterait que j'ai volé des médicaments, que je suis instable. Et je ne peux pas perdre mon travail. C'est tout ce que j'ai. Elle pleurait maintenant à chaudes larmes, son corps entier secoué par le froid, la peur et le désespoir. Manon tira sur la manche du manteau de son père. Papa, elle est triste et elle a froid. Comme moi quand j'ai froid. Stéphane baissa les yeux vers sa fille, puis les releva vers la femme grelottante. En une fraction de seconde, il prit une décision. Mademoiselle, je m'appelle Stéphane Laurent. Voici ma fille, Manon. J'habite à quelques minutes d'ici. S'il vous plaît, venez avec nous. Mettez-vous au chaud. Nous trouverons une solution ensuite, mais vous ne pouvez pas rester dehors. Vous allez geler. La jeune femme le regarda avec un mélange d'espoir et de méfiance intense. Je ne vous connais pas. Comment savoir si vous n'êtes pas? Comment puis-je être sûr? Je comprends parfaitement votre hésitation, dit Stéphane calmement. Il sortit son portefeuille, en extirpa sa carte d'identité et une carte de visite. Je suis le PDG de Laurent Matériel Médical. Vous pouvez vérifier sur Internet. L'adresse de mon entreprise est publique. J'ai ma fille de 4 ans avec moi. Je ne cherche pas à vous faire du mal. Je cherche à vous aider. La femme étudia son visage pendant un long moment, scrutant ses yeux, cherchant le moindre signe de duplicité. Puis son regard se posa sur Manon, qu'il observait avec une expression de pure sollicitude enfantine. Tu as vraiment très froid, dit Manon avec la franchise désarmante des petits-enfants. Ma maman disait toujours que quand on a froid, il faut du chocolat chaud et des grosses couvertures. Quelque chose dans l'expression de la femme s'adoucit imperceptiblement. Ta maman avait l'air d'être très sage. Elle l'était, répondit Manon avec un sérieux papal. Mais maintenant, elle est au ciel. Les yeux de la femme s'emplirent à nouveau de larmes. Mais cette fois, elles étaient différentes. Une lueur de compréhension, peut-être, ou la reconnaissance d'un chagrin partagé. D'accord, murmura-t-elle enfin. D'accord, merci. Sans attendre, Stéphane ôta son lourd manteau et le drapa sur les épaules frêles de la jeune femme. Le vêtement était immense pour elle. Puis il enleva son écharpe en cachemire et l'enroula autour de son cou. Pouvez-vous marcher? Je crois. Elle lutta pour se mettre debout, grimaçant de douleur lorsque ses pieds nus entrèrent en contact avec la neige glacée. Sans plus réfléchir, Stéphane la souleva dans ses bras. Elle ne pesait presque rien, et il pouvait sentir à quel point elle tremblait violemment, même à travers l'épaisseur de son propre manteau. Papa est fort, annonça fièrement Manon, marchant à leur côté. Il me porte tout le temps. Malgré la situation, la femme laissa échapper un petit rire à queue. Il doit être très fort, en effet. Ils rejoignirent sa voiture garée un peu plus loin en moins de 5 minutes. Le trajet jusqu'à sa maison, un magnifique corps de ferme rénové à l'écart du village, se fit en silence. Stéphane conduisait, la jeune femme assise à côté de lui, Manon installée dans son siège auto à l'arrière, serrant fort Monsieur Câlin. En arrivant, les lumières de la propriété s'allumèrent automatiquement, révélant la beauté austère des lieux sous la neige. Jean Fournier, le gardien qui vivait avec sa femme dans une petite maison à l'entrée du domaine, sortit pour les accueillir, l'air surpris, mais se contenta d'un hochement de tête respectueux. Une fois à l'intérieur de la maison, la chaleur du feu qui crépitait dans l'immense cheminée du salon les enveloppa.
Stéphane déposa délicatement la jeune femme sur le canapé moelleux. Manon, tu peux aller chercher la plus grande et la plus douce des couvertures dans ta chambre, s'il te plaît? Oui, papa. Manon partit en courant, Monsieur Câlin rebondissant dans ses bras. Stéphane s'agenouilla devant la jeune femme. La première chose à faire. Comment vous appelez-vous? Chloé, dit-elle doucement. Chloé Martin. Chloé, je vais demander à ma gouvernante de vous préparer un bain chaud. Pas trop chaud, juste tiède. Il faut faire remonter la température de votre corps progressivement. Ensuite, nous vous trouverons des vêtements chauds et de quoi manger, et après, nous verrons ce que nous pouvons faire pour votre situation. Est-ce que cela vous convient? Chloé hocha la tête, tremblant encore. Pourquoi? Pourquoi faites-vous ça pour moi? Vous ne me connaissez même pas. Parce que vous aviez besoin d'aide, répondit simplement Stéphane. Et parce que Manon a raison. Quand quelqu'un a froid, peur et mal, on l'aide. C'est ce que les gens bien font. Manon revint avec une couverture rose duveteuse, décorée de licornes. Tiens, c'est ma plus chaude. Chloé prit la couverture avec des mains encore tremblantes. Merci, mon cœur. C'est très gentil à toi. Comment tu t'appelles? Demanda Manon en grimpant sur le canapé à côté d'elle. Je m'appelle Chloé. Moi, c'est Manon, et lui, c'est Monsieur Câlin, dit-elle en présentant son ours en peluche. Il est très fort pour que les gens se sentent mieux. Chloé réussit à esquisser un vrai sourire cette fois. Je le vois bien. Il a l'air d'être un ours très spécial. Monique Dubois, la gouvernante de Stéphane, apparut de la cuisine où elle préparait le dîner. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Chloé, mais avec un professionnalisme et une discrétion remarquables, elle demanda simplement « De quoi avez-vous besoin, monsieur Laurent ?» Monique, pourriez-vous faire couler un bain tiède pour mademoiselle Martin et lui trouver des vêtements confortables? Peut-être quelques-uns d'eux. Il s'interrompit. Il avait été sur le point de dire « quelques-uns des vêtements de Sandrine », mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Monique comprit immédiatement. « Je vais trouver quelque chose d'adéquat, dit-elle gentiment. Venez avec moi, ma petite. » Chloé se leva en chancelant, toujours enveloppée dans la couverture à licorne de Manon. « Merci, murmura-t-elle à Stéphane. Je ne sais pas comment vous remercier. Mettez-vous simplement au chaud, dit Stéphane. Ce sera un remerciement suffisant. » Pendant que Chloé était dans le bain, Stéphane appela son avocat. Il lui expliqua brièvement la situation et demanda quelles options s'offraient à Chloé concernant son propriétaire et son appartement. Son avocat promit de se renseigner et de le rappeler dans l'heure. Puis il s'assit avec Manon, qui était inhabituellement silencieuse. « Papa, pourquoi Chloé n'avait pas de manteau? Elle a dû quitter son appartement très vite, mon trésor. Parfois, de mauvaises choses arrivent et les gens ont besoin d'aide. Comme quand maman est allée au ciel ?» Stéphane sentit sa poitrine se serrer. « Oui, mon bébé. Un peu comme ça. Parfois, il se passe des choses qu'on ne peut pas contrôler et on a besoin que d'autres personnes nous aident. » Manon resta silencieuse un instant, puis demanda « Est-ce que Chloé va rester avec nous? » Juste pour cette nuit, probablement. Le temps qu'on trouve une solution pour elle. Manon parut déçue. « Oh. Je pensais qu'elle pourrait peut-être rester plus longtemps. Ça fait longtemps qu'on est juste tous les deux. Papa et Monique. » Mais Monique rentre chez elle le soir. La maison est très silencieuse la nuit. Stéphane attira sa fille sur ses genoux, humant le doux parfum de son shampoing à la fraise. « Je sais, mon cœur. Je sais. Tu penses que Chloé est seule, elle aussi? Comme nous? » La vérité sort de la bouche des enfants, pensa Stéphane. Je crois bien que oui, elle l'est peut-être. Une demi-heure plus tard, Chloé réapparut, l'air nettement mieux, bien qu'encore pâle et secouée. Elle portait un pull en cachemire gris et un pantalon de jogging confortable que Monique avait trouvé. Ses cheveux étaient humides et peignés en arrière. « Merci, dit-elle à nouveau. Je me sens presque humaine. »« Venez vous asseoir, dit Stéphane. Monique a préparé une soupe. Vous devriez manger quelque chose. » Ils se réunirent autour de la grande table en chêne de la salle à manger, formant une scène étrangement domestique. Manon se mit à bavarder,
racontant sa journée à l'école maternelle, les exploits de Monsieur Câlin, et le bonhomme de neige qu'elle voulait construire le lendemain s'il y avait encore de la neige. Chloé écoutait, souriant ou répondant de temps en temps, mangeant lentement sa soupe. Stéphane l'observait, remarquant les cernes sous ses yeux, la façon dont ses mains tremblaient encore légèrement. C'était une femme qui venait de subir un traumatisme, et pourtant, elle se montrait douce et patiente avec sa fille. Bienveillante. Après le dîner, l'avocat de Stéphane rappela. Stéphane prit l'appel dans son bureau, laissant Chloé et Manon dans le salon. À travers la porte, il pouvait entendre sa fille lire une histoire à Chloé, ou plutôt la raconter de mémoire, car elle ne savait pas encore lire. Stéphane, commença son avocat, la situation est délicate. Le propriétaire est un certain Nicolas Garnier. Il est bien implanté, a des relations au sein de l'administration de l'hôpital, comme mademoiselle Martin l'avait pressenti. Si elle dénonce ce qui s'est passé, ce sera sa parole contre la sienne, et il mettra sa menace à exécution pour salir sa réputation. Alors, que veux-tu dire? Qu'elle n'a aucun recours? Je dis que c'est compliqué. La meilleure option pour elle serait peut-être de simplement trouver un nouvel appartement et un nouveau travail. De repartir à zéro ailleurs, là où il ne pourra pas l'atteindre. Ce n'est pas la justice, dit sèchement Stéphane. Non, mais c'est la réalité. Parfois, la solution pratique n'est pas la plus juste. Après avoir raccroché, Stéphane resta assis un moment, perdu dans ses pensées. Puis il retourna au salon. Manon s'était endormie sur le canapé, sa tête reposant sur les genoux de Chloé. Celle-ci caressait doucement les cheveux de l'enfant, le regard perdu vers la fenêtre, observant la neige qui continuait de tomber. Elle leva les yeux lorsque Stéphane entra. Elle vient de s'assoupir, murmura Chloé. Elle me parlait de sa mère, de combien elle lui manque. Sandrine est morte il y a 18 mois, dit Stéphane en s'asseyant en face d'elle. Accident de voiture. Manon n'avait que 2 ans et demi. Trop jeune pour vraiment comprendre, mais assez grande pour sentir la perte. Je suis désolé, dit doucement Chloé. Ce doit être incroyablement difficile pour vous deux. On se débrouille. Mais ce n'est pas pareil. J'essaie d'être assez pour elle, mais je ne suis pas sa mère. Je ne peux pas l'être. Vous avez l'air d'être un père merveilleux, dit Chloé. La façon dont elle parle de vous, la façon dont elle vous regarde. Elle vous adore. Et je l'adore aussi. Elle est tout pour moi. Stéphane marqua une pause, puis ajouta, j'ai parlé à mon avocat de votre situation. L'expression de Chloé se fit plus réservée. Et la vérité, c'est que se battre contre votre propriétaire sera difficile et coûteux, tant sur le plan professionnel que personnel. Mon avocat pense que la meilleure option est de repartir à zéro ailleurs. Les yeux de Chloé s'emplirent de larmes. Je n'ai nulle part où aller. J'ai déménagé ici il y a 3 ans pour mes études d'infirmière. Je n'ai pas de famille dans la région. Mon appartement, aussi terrible soit-il, était tout ce que je pouvais me permettre. Et si je perds mon travail à l'hôpital? Elle s'interrompit, essuyant ses larmes. Je suis désolé. Vous avez déjà été si bon. Je ne devrais pas vous accabler avec tout ça. Stéphane resta silencieux un long moment. Une idée commençait à germer dans son esprit. C'était peu conventionnel, peut-être même insensé. Mais parfois, les idées folles étaient les bonnes. Chloé, dit-il lentement, et si je vous proposais une alternative? Que voulez-vous dire? Vous avez besoin d'un foyer, d'un endroit sur où vivre, de sécurité. Et moi? J'ai besoin d'aide avec Manon. Pas seulement d'une nounou, bien que Dieu sait que j'en ai aussi besoin. Mais de quelqu'un qui pourrait être une présence stable dans sa vie, quelqu'un de bienveillant, pour l'aider à guérir de la perte de sa mère. Chloé le dévisagea, ne comprenant manifestement pas. Vous me proposez un travail? Plus qu'un travail. Je vous offre un foyer. Vous vivriez ici, dans l'une des chambres d'amis. Vous m'aideriez avec Manon, vous seriez là pour elle. En échange, vous auriez un endroit sur où vivre, un salaire généreux, et je vous aiderai à trouver un nouveau poste d'infirmière si vous le souhaitez, quelque part où Garnier ne pourra pas vous atteindre. Vous me demandez d'être sa nounou? Je vous demande de faire partie de notre famille, corrigea doucement Stéphane. Manon et moi, nous sommes seuls depuis trop longtemps. Cette maison est trop silencieuse,
trop vide. Vous avez dit vous-même que vous étiez seul dans la région. Peut-être que nous pourrions être moins seuls, ensemble. Vous ne me connaissez même pas, dit Chloé, reprenant ses propres mots prononcés plus tôt dans la rue. Comment savez-vous que je serais une bonne chose pour Manon? Je vous ai observé avec elle ce soir. La façon dont vous écoutez ses histoires, la façon dont vous caressez ses cheveux en ce moment même. Manon est un bon juge de caractère. Elle vous a immédiatement apprécié. Et honnêtement, je fais confiance à mon instinct concernant les gens. Il m'a bien servi dans les affaires, pourquoi pas dans la vie? Chloé baissa les yeux vers l'enfant endormi sur ses genoux. C'est de la folie, murmura-t-elle. Les gens ne font pas ce genre de choses. Et pourquoi pas? Les gens faisaient exactement ce genre de choses autrefois. Les familles élargies, les maisonnées avec plusieurs générations, les gens qui s'entraidaient. Nous sommes simplement devenus si isolés, si déconnectés, que la gentillesse nous semble maintenant insensée. Mais et si ça ne marche pas? Et si je ne suis pas ce dont Manon a besoin? Alors nous trouverons autre chose. Mais Chloé, je ne demande pas un engagement permanent. Je vous offre un port d'attache sur pendant que vous décidez de la suite. Restez 1 mois. 2 mois. Voyez comment ça se passe. Si ça ne convient pas, nous vous aiderons à trouver votre propre logement. Mais au moins, vous ne serez plus seul et effrayé sur un trottoir en décembre. Chloé pleurait de nouveau, mais cette fois, les larmes semblaient différentes. Des larmes de soulagement, peut-être d'espoir. Pourquoi? Demanda-t-elle. Pourquoi feriez-vous cela pour une inconnue? Stéphane eut un sourire triste. Parce qu'il y a 18 mois, quand Sandrine est morte, des inconnus ont fait ce genre de choses pour moi. Des gens que je connaissais à peine ont apporté des repas, ont proposé de garder Manon, ont aidé à organiser les funérailles, sont venus simplement s'asseoir avec moi pour que je ne sois pas seul. Je me suis promis à ce moment-là que si jamais j'avais l'occasion de rendre cette gentillesse, je le ferais. Et maintenant, je le peux. Il marqua une pause, puis ajouta, et pour être tout à fait honnête, vous avez besoin d'un foyer et j'ai besoin d'une mère pour ma fille. Pas pour remplacer Sandrine, personne ne le pourra jamais. Mais quelqu'un qui puisse aider Manon à se souvenir de ce que c'est que d'avoir la douceur et l'attention d'une femme dans sa vie. Quelqu'un qui puisse l'aider à guérir. Chloé resta silencieuse un long moment, caressant distraitement les cheveux de Manon. Finalement, elle dit, puis-je y réfléchir? Juste cette nuit? Bien sûr. Restez dans la chambre d'amis cette nuit quoi qu'il arrive. Dormez là-dessus. Donnez-moi votre réponse demain matin. Monique aida à mettre Manon au lit, puis montra à Chloé l'une des chambres d'amis. C'était une pièce magnifique avec un grand lit, sa propre salle de bain, et une fenêtre donnant sur la campagne enneigée. Monsieur Laurent est un homme bon, dit Monique en déposant des serviettes propres. Il est perdu depuis le décès de Madame Laurent. Et la petite Manon, elle a besoin de quelqu'un de jeune et de chaleureux dans sa vie, quelqu'un qui peut courir, jouer et rire avec elle. J'adore cet enfant, mais je suis trop vieille pour lui donner tout ce dont elle a besoin. Vous pensez que je devrais accepter? Demanda Chloé. Je pense que vous devriez faire ce qui vous semble juste dans votre cœur, répondit Monique. Mais je pense aussi que parfois, Dieu met des gens sur notre chemin au moment exact où nous en avons besoin. Peut-être que vous, Monsieur Laurent et la petite Manon, vous aviez tous besoin les uns des autres ce soir. Après le départ de Monique, Chloé resta debout devant la fenêtre, regardant la neige tomber. Sa vie avait changé de façon si spectaculaire en quelques heures seulement. Ce matin encore, elle était une infirmière avec un appartement, un travail et une vie normale. Ce soir, elle se trouvait dans une magnifique maison de campagne avec un PDG veuf et sa fille, se voyant offrir quelque chose qui semblait trop beau pour être vrai. Mais peut-être que c'était justement ça. Peut-être que les bonnes choses pouvaient arriver aussi soudainement que les mauvaises. Peut-être que la gentillesse pouvait surgir de nulle part, tout comme le danger. Elle pensa à Manon, à son visage adorable et à ses yeux tristes quand elle parlait de sa mère. Elle pensa à Stéphane, à l'inquiétude sincère dans sa voix, à la façon dont il l'avait portée à l'intérieur sans une seconde d'hésitation. Elle pensa à quel point elle s'était sentie seule, assise sur ce trottoir glacial, convaincue que sa vie était finie. Et elle pensa à ce qu'elle avait ressenti une heure plus tôt, assise sur le canapé avec la tête de Manon sur ses genoux, se sentant utile. Se sentant comme si elle pouvait à nouveau compter pour quelqu'un. Le matin,
Chloé se réveilla à l'odeur des crêpes et au son de rire. Elle s'habilla rapidement et trouva la cuisine où Stéphane préparait le petit déjeuner tandis que Manon, debout sur un tabouret à côté de lui, était censée l'aider, mais faisait surtout des bêtises avec la pâte. « Chloé !» s'écria Manon en la voyant. « Papa fait des crêpes. »« Tu aimes les crêpes ?»« J'adore les crêpes, » répondit Chloé en souriant. Stéphane leva les yeux, son regard interrogateur. Chloé prit une profonde inspiration. « Je vais rester, dit-elle. Si votre offre tient toujours, je vais rester et vous aider avec Manon, et essayer. Essayez d'être ce dont vous avez besoin tous les deux. » Le visage de Stéphane s'illumina d'un sourire sincère. Le premier vrai sourire que Chloé voyait sur son visage. « L'offre tient absolument. Soyez la bienvenue chez vous, Chloé. » Manon sauta de son tabouret et courut serrer les jambes de Chloé. « Tu vas habiter avec nous ? » « Vraiment ? » « Vraiment, » répondit Chloé, surprise de voir à quel point il lui semblait juste de le dire. « C'est le plus beau jour de ma vie, » annonça Manon. Au cours des semaines qui suivirent, Chloé s'intégra dans la vie de la famille Laurent. Elle découvrit que Stéphane était un père dévoué mais complètement dépassé par la logistique de la monoparentalité. Elle aida à établir des routines, s'assura que Manon mangeait des légumes en plus de ses nuggets de poulet adorés, lui lut des histoires avant de dormir, et l'aida avec le flot incessant de projets de l'école maternelle et de mots à signer. Mais c'était plus qu'une simple aide pratique. Chloé apporta dans la maison quelque chose qui manquait cruellement. Le rire, la spontanéité, ce genre d'énergie féminine et douce dont Manon était affamée. Elles firent des gâteaux ensemble, provoquant un désordre monumental qui faisait secouer la tête à Monique, mais avec un sourire aux lèvres.